Bonjour à tous, je suis Fred, la représentante pour la clientèle francophone de l'agence locale tanzanienne Soaring Flamingo. Alors, comme vous le savez tous, la Tanzanie est une destination de safari, mais le 4x4 est loin d'être l'unique mode de déplacement pour découvrir le pays. Et en l'occurrence, il existe de nombreuses manières de visiter la Tanzanie à pied. Et on observe d'ailleurs une demande croissante pour l'insertion de ce type d'activité dans les itinéraires des clients. Alors, afin que vous puissiez proposer à vos clients des activités nouvelles et sans empreinte carbone, je vais vous présenter 4 randos dans des environnements très différents. Et ensuite, je parlerai un peu de notre agence pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, tout d'abord, pour resituer la Tanzanie, le pays est situé dans l'hémisphère sud, au bord de l'océan Indien, bordé au nord par le Kenya, au sud par le Mozambique, et à l'ouest du pays se trouvent 3 grands lacs, Victoria, Tanganyika et Malawi. Les 4 randos dont je vais vous parler sont toutes situées dans le nord du pays, on le voit sur la carte à droite. Et pour être plus précise, donc la première rando sera située dans le Serengeti, la deuxième près du cratère du Ngorongoro, la troisième au pied du Kilimandjaro et la quatrième dans les monts Usambara, qui est une région assez peu connue encore pour l'instant. Alors, première rando, c'est un safari à pied dans le Serengeti. Alors, imaginez un début de matinée avec un air un petit peu frais, une lumière douce. Vous quittez le 4x4 le cœur battant pour un safari à pied accompagné par un ranger expérimenté. Pendant 2 heures environ, vous allez découvrir le Serengeti autrement, à hauteur d'homme. Ce safari est accessible à toute personne en bonne condition physique dès 12 ans. Les enfants plus jeunes ou les personnes à mobilité réduite ne sont pas autorisés pour des raisons de sécurité, mais cependant, les familles ou les groupes d'amis peuvent se scinder en deux. Les uns partent en safari à pied et les autres en safari en 4x4 dans la même zone, et à la fin, ils se retrouveront pour partager leurs expériences. Alors, côté tenue, il vaut mieux porter des vêtements de couleur neutre, un pantalon long, des chaussures de marche fermées et confortables, sans oublier chapeau, lunettes de soleil, gourde et crème solaire. Alors avant le départ, le ranger rappelle les consignes, marcher en silence et en file indienne. Et bien sûr, pas de parfum, pas de gestes brusques. Ici, on écoute et on observe. Au fil du chemin, le ranger est le traducteur du paysage. Il vous montre une tortue léopard ici, une fleur là-bas. Il lit les traces fraîches d'un zèbre ou vous montre la crotte d'une hyène. Et parfois, il s'arrête devant un crâne blanchi par le soleil et il vous lance « À qui appartiennent ces os d'après vous ?» C'est un petit jeu amusant pour comprendre le cycle de la vie dans la savane. Alors, côté faune, attendez-vous à croiser de loin et en toute sécurité des girafes, des zèbres, parfois des gnous, des antilopes ou encore des phacochères. Et puis, au détour d'un sentier, vous voyez de l'eau et vous vous retrouvez nez à nez avec des hippopotames soufflant bruyamment entre 2 ploufs dans une odeur assez nauséabonde. Et c'est un spectacle particulièrement impressionnant, surtout lorsqu'on sait qu'il s'agit d'un des animaux les plus dangereux. Au terme de la marche, on rejoint le 4x4 à un endroit convenu entre le ranger et le chauffeur. Et c'est là que vous réalisez le safari à pied. C'est une expérience qui permet réellement de sentir la savane, de faire partie du paysage, d'être véritablement invité dans le royaume des animaux, ne serait-ce que pour un instant. Donc, selon notre agence, c'est un moment incontournable à positionner dans un safari dans le Serengeti. Donc, voilà une slide qui résume les principaux points pour cette rando. En début de matinée, au centre du Serengeti, environ 2 heures, mais c'est à régler avec les guides. À partir de 12 ans,
des consignes pour les vêtements et ça demande de la discipline et un petit goût pour l'adrénaline. Alors, deuxième activité proposée, c'est une journée de trekking sur les hauts plateaux du Ngorongoro. Alors, c'est une activité proposée à tous sans limite d'âge, mais il faut pouvoir marcher plusieurs heures et accepter un peu de dénivelé et d'altitude parce qu'on est à plus de 2000 mètres. Alors, on part d'un petit village qui s'appelle Nainokanoka, où on fait la connaissance du ranger qui va nous escorter pendant cette journée. Et on débute la marche à travers une herbe rase dans un décor en cinémascope. Et souvent, des silhouettes colorées se découpent sur le vert. Ce sont de jeunes Maasai qui font paître leurs troupeaux de vaches ou de chèvres. Alors, ce sont des rencontres simples, souriantes. On échange un petit mot, on échange un sourire, car ici, on verra beaucoup d'hommes. En plus des animaux sauvages, on est en fait dans ce qu'on appelle une zone de conservation où hommes et animaux vivent ensemble, à la différence des parcs nationaux où seuls les animaux en fait vivent. Au fil de la marche, vous croiserez peut-être des animaux tels que zèbres, gnous ou antilopes, paisiblement dispersés sur les plateaux, parfois des autruches ou des chacals également. Et vers la fin de la matinée, vous retrouvez votre 4x4 et vous roulez vers le nord, en longeant les pentes verdoyantes du Ngorongoro jusqu'au cratère Mpakai. Alors de là-haut, la vue est saisissante, un lac d'un vert profond au centre du cratère, bordé de forêts épaisses. Et si le ciel est clair, la silhouette du volcan Oldonyolengai, la montagne des dieux chez les Maasai, qui se découpe à l'horizon. C'est ici que commence la descente à pied dans le cratère, accompagnée toujours de votre ranger. Le sentier plonge dans une forêt d'altitude où vous pourrez observer, entre autres, des figuiers géants et des fougères arborescentes, ainsi que de nombreux oiseaux. La descente dure environ 45 minutes, tranquille, juste un peu raide par endroits. Et en bas, le silence est total, seulement troublé par le cri lointain des flamants roses sur le lac. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous installer dans ce magnifique décor pour pique-niquer. Après le repas, il faut compter environ 1h15 pour regagner le bord du cratère, avec quelques pauses bienvenues pour reprendre son souffle. Et au retour, si vous le souhaitez et si l'occasion se présente, vous pouvez vous arrêter en chemin dans un village Maasai. Donc pour conclure, je dirais que cette activité, c'est un best-seller de l'agence, car elle mélange observation de la faune et de la flore avec du trekking, mais aussi des rencontres humaines. Et par conséquent, nous la conseillons à toutes les personnes qui souhaitent entrecouper les journées de safari par une activité différente, mais néanmoins très riche, d'autant qu'elle donne une possibilité éventuelle de rencontre des Maasai dans des villages très authentiques. Donc, petit résumé, rando numéro 2, c'est à côté du cratère du Ngorongoro. C'est une journée entière dans des écosystèmes différents, herbes rases et ensuite environnement plus forestier, sans limite d'âge, avec les vêtements qu'il faut pour randonner toujours, et ça demande un petit peu d'endurance. Alors, rando numéro 3 maintenant, au pied du Kilimandjaro. Et donc, en l'occurrence, on est au début de la voie Marangu, qui est l'une des 8 voies que l'on peut emprunter pour aller au sommet. Alors, on est au pied de la montagne que l'on voit rarement parce que le Kili est souvent dans les nuages. Et on commence à marcher dans une forêt dense et humide. C'est une forêt partiellement primaire. Et on démarre donc avec un guide certifié qui est obligatoire pour faire ce trekking. Le sentier évolue entre 1700 et 2000 mètres d'altitude, ce qui en fait une marche de difficulté modérée, quelques pentes, un sol parfois un peu glissant, mais rien de technique. L'activité est accessible à tous à partir de 10-12 ans, à condition d'être un peu endurant. L'environnement est typique des forêts de montagne d'Afrique de l'Est, figuiers géants, camphriers sauvages, fougères arborescentes, mousses et lianes.
mais aussi des petits champignons et de nombreuses fleurs plus délicates les unes que les autres. C'est ce système forestier qui alimente une grande partie des rivières du massif, et d'ailleurs on voit de nombreux ruisseaux et petites cascades en chemin. Alors pour cette marche, il faut une tenue adaptée, des chaussures de rando fermées avec une bonne adhérence, pantalon long, veste imperméable ou coupe-vent, car la météo peut changer rapidement et même en saison sèche, on n'est pas à l'abri d'une petite averse. Un t-shirt technique respirant, c'est mieux. Et toujours chapeau, eau, crème solaire, éventuellement des bâtons de marche. Côté faune, la forêt est animée mais discrète. Avec de la chance, vous pouvez observer le colobe noir et blanc, le singe bleu ou encore de nombreux oiseaux comme ce magnifique Swimanga, ainsi que des caméléons. Après 2 à 3 heures de marche, on revient vers la sortie du parc avec le plaisir d'avoir traversé un milieu très différent des savanes qu'on verra au cours de son voyage en Tanzanie. La meilleure période pour profiter pleinement de ce trekking se situe soit entre juillet et octobre ou entre janvier et mars lorsque les pluies sont plus rares. Et en tout cas, il est à conseiller à tous ceux qui aiment ce type d'environnement pour randonner, d'autant que c'est pas très loin de l'aéroport de Kilimandjaro et donc facilement programmable dans des itinéraires de safari classiques. Sans compter que l'on peut rencontrer aussi dans cette région la tribu des Tchaga, les cultivateurs de café. Donc, pour résumer, c'est une marche dans une forêt dense, entre une demi-journée à une journée, à partir de 10-12 ans, avec des vêtements un peu techniques pour randonner en milieu qui peut être humide. Et voilà, donc il faut accepter le risque de pluie et l'observation des animaux est tout de même un peu difficile. Alors, dernière randonnée, numéro 4, elle se trouve à Lushoto, dans les monts Usambara. C'est à l'écart de la route habituelle des safaris. Donc, je vais vous présenter un programme sur une journée et demie, mais bien sûr, l'idéal est de prévoir un trekking de plusieurs jours en dormant chez l'habitant. Alors, vous commencez la rando en début d'après-midi depuis Lushoto, une petite ville autrefois allemande, comme en témoignent de nombreux bâtiments. Après avoir rencontré votre guide certifié, vous vous engagez sur un sentier qui serpente à travers hameaux, jardins et cultures en terrasse. La marche est modérée, accessible à tous ceux qui ont l'habitude de marcher quelques heures. Et en chemin, le guide local avec lequel nous collaborons vous montrera beaucoup de choses sur les arbres et sur les plantes. Mais il est aussi l'homme qui parle à l'oreille des caméléons. Alors, sans aucun doute, il vous en montrera plusieurs au cours de la rando. Peu à peu, vous gagnez en altitude et vous atteignez le mythique point de vue d'Irente. Là, la montagne s'interrompt brutalement pour laisser place à un gigantesque balcon naturel. Et en contrebas, 1000 mètres plus bas, s'étendent les plaines avec de grandes plantations de sisal. C'est le lieu idéal pour attendre le coucher du soleil. Le paysage change de couleur minute après minute et c'est vraiment un premier contact grandiose avec les Usambara. Le lendemain, la journée commence plus tôt. Vous partez cette fois-ci pour un trek d'une journée complète, alternant village agricole, forêt dense et crête panoramique. Alors là encore, comme la veille, vous traversez différentes plantations et vous êtes témoin de nombreuses scènes de la vie quotidienne. Vous traversez également une réserve forestière pleine d'arbres immenses, de mousses et de fougères, dans laquelle, avec un peu de chance, vous pourrez apercevoir des singes ou encore une grande variété d'oiseaux. En fin de matinée, vous grimpez progressivement vers le sommet à environ 1800 mètres, d'où vous avez de très belles vues sur la vallée et où vous vous installez pour le pique-nique. La descente vous ramène ensuite vers une zone plus habitée. C'est ici que vous découvrez la brasserie traditionnelle où on vous explique comment est produite la boa, la bière locale qui est transformée
par fermentation du jus de canne à sucre fraîchement pressé. La marche se poursuit ensuite à travers les cultures et les hameaux jusqu'au retour vers Louchoto en fin d'après-midi, avec l'impression d'avoir parcouru une grande diversité de paysages. Donc en conclusion, pour les personnes qui recherchent des trekkings assez faciles au contact de la population tanzanienne, c'est vraiment une région à conseiller, d'autant qu'elle est encore peu touristique, mais qu'elle va très probablement se développer dans les années à venir. C'est situé à 6 heures de route environ depuis Arusha, donc finalement c'est moins loin que le Serengeti. Et en route, il y a plusieurs escales intéressantes, notamment d'autres possibilités de trekking au pied du Kilimandjaro, comme on l'a vu précédemment, mais aussi on peut faire un safari dans le parc de Mkomazi, qui propose, en plus de la faune habituelle, la possibilité de voir à coup sûr des rhinocéros. Donc en résumé, rando peu touristique, vraiment à l'écart de la route des safaris. Idéalement, il faut rester plusieurs jours. C'est sans limite d'âge, toujours avec son matériel de randonnée et une grande diversité de paysages et de nombreuses interactions avec les locaux. Alors, à présent, quelques mots sur Soaring Flamingo. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous ? Eh bien, l'histoire, elle a commencé en 2006 avec mon premier voyage en Tanzanie, au cours duquel j'ai rencontré un Maasai qui s'appelle Olé, et cette rencontre amicale a changé ma vie. Olé était à ce moment-là en train de créer l'agence Soaring Flamingo avec Rolf, un citoyen suisse tombé amoureux du pays, qui a investi l'argent d'un héritage familial dans la création de cette agence. Alors à mon tour, j'ai rencontré Rolf en 2011 et j'ai été séduite par sa démarche profondément humaine et solidaire. Et je me suis investie à ses côtés dans cette aventure afin de venir comme lui transférer des compétences professionnelles à nos amis tanzaniens de manière régulière. Mais ni Rolf ni moi ne vivons en Tanzanie et c'est ce qui fait la particularité de l'agence. Il s'agit d'une équipe 100% tanzanienne à laquelle Rolf et moi apportons notre aide, mais sans jamais décider à leur place. Alors l'équipe, elle est composée d'un general manager qui s'appelle Julius, d'un booking officer, d'une comptable et de 4 chauffeurs guides qui sont tous francophones et anglophones. Nous proposons des safaris et de l'écotourisme culturel sur tout le territoire. Il s'agit uniquement de voyages privatifs sur mesure. Nous n'organisons pas de groupe et nous privilégions les itinéraires hors des sentiers battus, par exemple pour aller vers les Usambara, comme on vient de voir, ou vers le lac Victoria qui est peu visité. Nous mettons en avant les activités de trekking et les journées de rencontre avec la population tanzanienne, non seulement, je dirais, pour casser la monotonie du safari, mais aussi pour associer les locaux aux revenus du tourisme. Car en effet, parmi nos engagements figure tout d'abord la volonté de coopérer au maximum avec les fournisseurs locaux, car selon nous, c'est en associant la population locale aux revenus du tourisme qu'on préserve le mieux possible l'environnement. Alors, nos véhicules sont parfaitement entretenus et sont tous équipés de Wi-Fi, de prises électriques et USB individuelles, de frigos et de fontaines à eau. Nos chauffeurs guides et nos guides locaux sont tous très expérimentés et nos chauffeurs guides suivent d'ailleurs régulièrement des cours en formation continue. Nous avons un partenariat avec les Flying Doctors. C'est une assurance qui permet une évacuation rapide en cas de gros problèmes médicaux rencontrés lors du safari. Et enfin, nous nous engageons à être très réactifs, c'est-à-dire que 100% des demandes sont traitées en 2 jours maximum. Nous travaillons en B2B et en B2C. Lorsque nous travaillons en B2B, nous avons des tarifs préférentiels pour nos partenaires agences afin qu'elles restent compétitives. Pour les agences de voyage qui sont intéressées, je propose systématiquement d'organiser une visio ou un coup de fil, même en tripartite avec le client final,
parce que c'est assez efficace en fait pour répondre à toutes les questions et les taux de transformation sont généralement plus importants quand on a prévu un tel échange. Lorsque nous avons des clients qui nous contactent en direct, mais qu'on sent réticents à acheter eux-mêmes leur vol international ou à organiser un virement en dollars sur un compte bancaire en Afrique, nous contactons immédiatement une de nos agences partenaires pour savoir si elle est intéressée par le dossier. Ainsi, on a une chance de pouvoir le gagner conjointement. Les itinéraires sont donc montés par moi-même et Julius. Et comme évoqué précédemment, donc nous travaillons en dollars US et nous proposons les modes de paiement par virement ou carte bancaire. Alors, Soaring Flamingo, c'est aussi, comme pour toutes les agences locales tanzaniennes, des safaris et des trekking classiques. Safari non seulement dans les parcs du Nord, mais on propose également les parcs du sud du pays, l'ascension du Kilimandjaro et du mont Meru, des rencontres avec les tribus et des activités solidaires, des séjours chez l'habitant, des visites d'écoles, des séjours balnéaires à Zanzibar, sur l'île de Mafia pour les plongeurs notamment, et sur toute la côte Swahili au bord de l'océan Indien d'une manière générale. Et pour finir, en 2 mots, les sujets récents délicats. La blacklist des compagnies aériennes tanzaniennes qui a été faite par l'Union européenne au mois de juin dernier. C'est en cours de négociation toujours entre la Tanzanie et l'Union européenne. Nous avons des raisons de penser que c'est plus la direction de l'aviation civile tanzanienne qui est visée pour son laxisme, plus que les compagnies aériennes tanzaniennes en particulier, dans la mesure où elles ont toutes été blacklistées en même temps. Donc, en attendant la résolution du problème, nous proposons soit d'amener nos clients à Nairobi, jusqu'à Nairobi, pour qu'ils prennent un vol avec Kenya Airways s'ils veulent se rendre à Zanzibar, ou bien certains de nos clients prennent un bus d'Arusha à Dar es Salaam et ensuite un ferry pour Zanzibar. Mais dans les faits, nous avons constaté l'été dernier que aucun client n'a annulé son vol domestique. En fait, tous ont conservé les vols domestiques qui étaient prévus. Et enfin, les élections présidentielles fin octobre, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elles ont donné lieu à certaines violences, certaines manifestations dans le pays. Eh bien, la situation est revenue au calme récemment. Le ministère du Tourisme tanzanien s'est empressé de publier un communiqué le 4 novembre pour indiquer que les voyageurs pouvaient revenir sans problème. Et effectivement, notre site français des conseils aux voyageurs lui a emboîté le pas dans la semaine dernière en publiant un communiqué disant que les voyageurs pouvaient revenir sans problème en Tanzanie. Donc voilà, le sujet est clos pour le moment, même si notre équipe et notre general manager surveillent évidemment tout ce qui se passe au quotidien et nous alerterons en cas de problème. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, soit par mail, soit par téléphone. Et bienvenue en Tanzanie. Karibu Tanzania.